Le souci actuellement avec la DeFi, c'est qu'en réalité, elle n'est pas vraiment décentralisée. En effet, donc la plupart des stablecoins qui circulent sont pour la majorité trop peu ou voire même pas du tout décentralisés. Parmi eux, on peut citer l'USDT, dont Tether a été coupable à maintes reprises d'avoir falsifié leur compte et sur lesquels on a très peu d'informations quant à leurs réserves censées backer les fameuses USDT. Il y a aussi l'USDC qui a connu récemment des difficultés après la crise bancaire de mars 2023 et notamment la faillite de nombreuses banques américaines dites crypto-friendly, notamment la Silicon Valley Bank, chez qui Circle, donc l'émetteur de l'USDC, avait des fonds, ce qui a entraîné par la suite du coup un dépeg massif et une grosse peur autour du stablecoin. Alors, bien entendu, les tentatives de stablecoin décentralisés au sein de l'écosystème n'ont pas été vaines, mais pour la majorité, faut avouer que ça a été une vraie catastrophe. Parmi eux, on va retrouver le dramatique connu UST, donc de Terra Luna, qui a été lui un stablecoin que l'on dit algorithmique et décentralisé, pour qui la chute aura traumatisé un marché crypto de façon assez brutale, avant d'entraîner par la suite, donc après mai 2022, la chute par effet domino de Celsius et FTX, qui auront signé eux le glas de ce bear market. Mais du coup, après ça, on s'est toujours demandé si un jour on aurait enfin un stablecoin qui soit vraiment décentralisé et sur laquelle la DeFi pourrait s'appuyer pour se construire sereinement. Et bien peut-être que oui. En effet, d'après moi, l'heureux élu tant attendu pourrait être le nouveau stablecoin de l'écosystème AAVE, le stablecoin Go GHO. On va donc dans cette vidéo passer en revue le projet AAVE, parler de ses récentes innovations avant de plonger dans l'univers de leur nouveau stablecoin le Go qui font d'AAVE l'un des tokens que j'accumule le plus pendant ce bear market. Ici, vous allez le comprendre, je vais être assez élogieux envers le projet et donc bien entendu bullish sur le token. Cette vidéo sera par conséquent légèrement biaisée, donc je vous invite en parallèle de cette vidéo à faire vos propres recherches pour pouvoir vous faire votre propre avis sur le sujet. Alors avant d'attaquer la présentation globale du projet, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. Si on est une chaîne qui est 100% crypto, toute la semaine il y a des revues d'actualité. Le week-end, je construis également un portefeuille devant vous de A à Z et il y aura maintenant des vidéos un peu plus montées de la sorte, un peu plus travaillées sur un projet ou alors sur un narratif de l'écosystème crypto. AVE, c'est ce qu'on appelle un blue chip dans l'univers crypto. C'est-à-dire que c'est un gros projet qui a déjà fait ses preuves, qui a survécu à plusieurs cycles et qui a toujours continué de croître. Le projet naît en 2017 sous le nom d'Etherland, donc littéralement près d'Ethereum. Et donc déjà, on avait à ce moment-là une vision claire et précise du projet, à savoir permettre aux particuliers d'emprunter et de prêter leur crypto-monnaie, tout ça de façon peer-to-peer et décentralisée. Le protocole s'est d'abord déployé sur Ethereum uniquement avant de se développer sur plusieurs autres blockchains, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors la question maintenant, c'est de savoir comment ça fonctionne. Et pour ça, donc on va passer en revue les deux grosses fonctionnalités du protocole, à savoir le prêt et l'emprunt de crypto-monnaie. Pour le prêt, on va illustrer ça de la façon suivante. Imaginons, moi j'ai 1000 USDT qui dorment quelque part sur un wallet dont je me sers pas trop, et personnellement je trouve ça un peu bête de les laisser comme ça. Avec ces 1000 USDT, je vais pouvoir aller sur AAV, déposer mes fonds sur le protocole, ce qui me permettra de générer en retour des revenus passifs. En effet, le prêt que je vais faire au protocole, il va être transcrit dans une pool de liquidité dans laquelle d'autres particuliers vont pouvoir eux piocher dedans pour pouvoir faire de multiples usages dont on va parler juste après. Et donc c'est les emprunteurs qui vont me payer des taux d'intérêt pour avoir prêté de la crypto-monnaie, c'est on ne peut plus simple. Alors les intérêts que vont toucher les prêteurs vont bien entendu varier en fonction du temps et en fonction de l'actif, car on va simplement répondre à la loi de l'offre et de la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va utiliser une pool de liquidité, donc plus on va utiliser un actif, plus le rendement pour ceux qui ont prêté va être élevé. Maintenant qu'on a parlé des prêts, évoquons l'autre pendant du protocole, à savoir les emprunts. En effet, vous l'avez compris, le protocole AAVE permet à n'importe qui dans le monde, n'importe où et n'importe quand de pouvoir emprunter des crypto-monnaies. Sauf que comme on va le voir, ça diffère nettement de ce qu'on peut connaître dans l'emprunt traditionnel auprès des banques. Dans un système bancaire, il va falloir aller voir un banquier qui va pouvoir vous fournir un éventuel prêt. Et donc pour ça, il va vous demander une multitude de choses, des garanties pour pouvoir vérifier si vous êtes solvable, pour bien entendu savoir si vous êtes à même de pouvoir rembourser votre emprunt. Par la suite, si vous parvenez à passer cette épreuve du feu, vous allez devoir fournir quand même un apport et derrière la banque va pouvoir vous prêter de l'argent qu'elle aura la majorité du temps inventé. Là, avec AVE, c'est complètement différent. Il n'y a pas d'argent magique et on ne peut pas vous refuser un emprunt par rapport à telle raison, par rapport, je sais pas, votre couleur de peau, votre revenu, votre situation familiale. Non, là, la blockchain, elle s'en fout. Si vous pouvez rembourser, la blockchain, elle vous prête. Mais alors, comment ça fonctionne? Comme j'ai dit, il n'y a pas d'argent magique. L'argent que va vous donner le protocole doit être backé par ce qu'on appelle un collatéral. Un collatéral que vous allez apporter au protocole pour être sûr que vous êtes à même de rembourser votre emprunt. On est donc sur un modèle que nous a offert la blockchain, un modèle qui ne nécessite aucun tiers de confiance. Tout se fait via les smart contracts. Par exemple, je vais dire des chiffres qui sont inexacts, mais imaginons que pour emprunter 1000 USDT, je vais aller déposer l'équivalent de 1250 $ d'Ether sur le protocole. Alors là, normalement, vous allez commencer à froncer les sourcils et vous demander quel est l'intérêt de déposer 1250 pour récupérer seulement 1000 $. Et bien pour cela, je vais vous expliquer un cas concret qui m'est arrivé récemment. Il y a maintenant quelques semaines, j'avais sur mon compte Binance l'équivalent de 1350 $ en Ether. À ce même moment-là, j'ai la possibilité de pouvoir investir sur un projet
rentrer, donc lors d'une pré-seed, dont le ticket minimum pour rentrer était de 1000 $. À ce moment-là, moi j'étais bien embêté parce que j'avais pas ces 1000 $ là. Enfin, je les avais pas de façon liquide. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai pris mes Ethers, donc mes 1350 $ d'Ether de Binance pour les transférer dans AVE. Et à ce moment-là, j'ai pu emprunter 1000 USDT au protocole. Et donc, le jour, je l'espère, où mon investissement fructifiera, je vais pouvoir rembourser le protocole plus les intérêts. Et donc, en plus de ma plus-value que j'aurais faite avec mon investissement, je vais pouvoir récupérer mes Ethers qui, entre-temps, en plus, je l'espère, pourraient prendre de la valeur. J'ai donc emprunté des USDT tout en gardant mes Ethers en collatéral. Et donc là, si vous avez compris, vous vous doutez bien que si demain, mon investissement ne fructifie pas, que du coup, par conséquent, je ne peux pas rembourser mon prêt du USDT, je ne reverrai jamais mes Ethers, mais ça aurait été la même chose que de simplement les vendre au prix du marché. Donc voilà pour les deux gros usages du protocole. Un protocole qui est extrêmement puissant et qui s'est avéré extrêmement efficace en termes de liquidation. Alors pour la liquidation, je ne vais pas aller plus loin pour pas trop vous embrouiller, mais il faut savoir que si à un moment donné, mon collatéral perd trop de valeur, le protocole peut liquider pour s'assurer que je rembourse l'entièreté de mon emprunt. Et c'est donc ici la contrepartie que nous offrent les crypto-monnaies, parce que du coup, à part les stablecoins, on va souvent mettre en collatéral des actifs, donc des crypto-monnaies qui sont assez volatiles, et donc il y a toujours ce risque de liquidation à prendre en compte, bien entendu, lorsque vous utilisez le protocole. Ceci étant dit, peut-être qu'avec l'arrivée récente des RWA, donc les Real World Assets, dont on va parler juste après, ça pourrait peut-être changer la donne en termes de collatéral et en termes du coup d'emprunt sur le protocole. Donc je l'ai dit, AVE, c'est un projet qui est assez ancien, c'est un projet qui est pas né de la dernière pluie, c'est un protocole qui a connu beaucoup de périodes de grosse volatilité, des périodes qui ont pu démontrer l'efficacité de ce dernier à pouvoir liquider facilement la position de ses utilisateurs. Et si pendant un certain temps, avec l'avènement de la DeFi, on a connu beaucoup de protocoles qui proposaient des rendements assez dingues à ses clients et qui ont pu à ce moment-là légèrement éclipser AVE, ces derniers n'ont pas fait long feu et aujourd'hui la situation est beaucoup plus profitable au protocole. Alors certes, on n'est pas encore en bull market et on n'est pas encore au paroxysme du coup de l'aspect dégène que nous offrent les crypto-monnaies, mais les gens ont peut-être compris que la DeFi, comme j'ai dit, c'était pas de l'argent magique, que les rendements linéaires c'était pas tenable et que ça s'apparentait plus en fait à un gros système de Ponzi. Et je pense que cette prise de conscience sera profitable à des projets comme AAV qui se sont toujours contentés d'offrir ce qu'ils pouvaient aux utilisateurs pour pouvoir au mieux les satisfaire sans leur faire courir de risques démesurés. Maintenant qu'on a évoqué les fonctionnalités de base du protocole, passons aux récentes innovations. Je l'ai dit, le projet n'a cessé de se construire au fur et à mesure des années et a pu délivrer de nombreux services. Parmi eux, on retrouve déjà AAVE Portal. Le protocole étant désormais sur plusieurs blockchains, il a fallu faciliter l'interconnexion entre ces dernières. Pour cela, AAVE Portal a été déployé à l'occasion de la V3 du protocole et va littéralement installer entre guillemets des ponts entre les blockchains, ce qui va du coup nettement faciliter la transition de nos actifs entre les différentes blockchains. On règle donc ici un gros problème d'interopérabilité, ce qui est donc primordial pour un usage facile et une adoption massive du protocole. Ensuite, on peut parler d'AAVE Arc. AAVE a donc lancé Arc afin de pouvoir proposer des services DeFi aux instituts. En gros, c'est de la DeFi pour de la CeFi. C'est ici assez malin car les gros fonds vont pouvoir se familiariser avec l'écosystème, ce qui ne leur était pas possible auparavant comme le produit étant de base décentralisé, donc sans KYC, ce qui empêchait du coup aux instituts de pouvoir utiliser le protocole au vu des réglementations en vigueur. Parce que oui, ces gros acteurs étant surveillés, ils doivent automatiquement se KYC pour chaque action financière entreprise. Et donc AAVE a résolu du coup ce problème pour ces acteurs en proposant des pools de liquidités qui leur sont spécifiques où ils pourront du coup se KYC assez facilement. C'est donc un produit de choix pour le protocole et une superbe avancée pour l'adoption à terme du secteur. Avant de passer au tokenomics et surtout au stablecoin Go, il faut aussi qu'on parle du narratif du Real World Asset dont j'ai parlé juste avant. Un Real World Asset, ce qui veut littéralement dire un actif du monde réel, est un terme sur lequel on fantasme beaucoup au sein de l'écosystème crypto. Cela en fait fait référence à un actif du monde réel, donc on va prendre de l'immobilier ou alors de la dette, une action et plein d'autres biens tangibles qui vont être tokenisés sous forme d'actifs numériques grâce à la technologie blockchain. Et pourquoi est-ce qu'on en parle avec AAV? Comme je l'ai dit, les capacités de liquidation du protocole étant performants, on pourrait intégrer du coup des RWA en collatéral, ce qui est donc ultra bénéfique pour plusieurs raisons. Déjà en termes de diversification d'actifs, en les intégrant on va permettre aux utilisateurs d'AAVE d'avoir beaucoup plus d'actifs sur lesquels faire des emprunts. Ça va également et surtout apporter de la stabilité pour les emprunteurs, puisqu'imaginez que demain vous puissiez, comme ce qui se fait avec Realty, collatéraliser votre bien immobilier, un bien qui n'est pas assujetti à autant de volatilité que les crypto-monnaies. De suite vous aurez moins le spectre de la liquidation au-dessus de vous. Également pour le protocole, ça va pouvoir permettre de répondre à une demande qui est assez croissante dans l'écosystème. En effet, on a beaucoup de particuliers et même des gros fonds ainsi comme BlackRock et Larry Fink qui ont exprimé récemment leur enthousiasme face au RWA. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. C'est un narratif que je n'ai pas pu s'explorer dans cette vidéo, mais sur lequel je vous invite à vous renseigner puisque ça pourrait être un des gros narratifs du prochain bull run. Passons à présent à moi ce qui m'a rendu extrêmement bullish sur le projet AVE et donc par conséquent sur son token,
le stablecoin Go. Depuis quelques semaines, en effet, Aave a lancé d'après moi l'une de ses plus grosses innovations ces dernières années, le lancement de leur tout nouveau stablecoin décentralisé, le Go GHO. Si je dis ici que c'est une innovation qui est assez énorme pour la DeFi, c'est que le stablecoin Go diffère nettement des stablecoins existants. Premièrement, là où je vais devoir échanger $1 pour avoir droit à mon USDT, pour le stablecoin Go, il faut que je dépose en moyenne un collatéral de 2,3$ pour pouvoir avoir mon dollar de stablecoin Go. On a donc déjà ici un collatéral qui est beaucoup plus élevé, donc beaucoup plus sûr pour ceux qui l'empruntent. Deuxièmement, il est 100% décentralisé. Là où pour l'USDT, je vais passer par Tether, l'entreprise émettrice. Là, j'ai directement passé par le protocole et je vais donc pas passer par un tiers centralisé. Là, c'est directement le protocole qui me prête de l'argent. Pour comprendre simplement, le Go, c'est de la dette. Et c'est ça, d'après moi, que devrait être un stablecoin. Pour pouvoir emprunter du Go, on va devoir fournir un collatéral, donc par exemple de l'Ether ou même du Bitcoin contre un taux d'intérêt. Et donc après, comme dans mon exemple tout à l'heure, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec les Go que vous allez emprunter. Et donc comme ici le stablecoin est entièrement décentralisé, on n'a pas l'inquiétude qu'on peut avoir sur l'USDT ou sur l'USDC de se faire geler en fait directement nos fonds ou de voir les entités derrière ne pas avoir les réserves censées backer les stablecoins. Par exemple, deux cas concrets. On a récemment avec les conflits qu'il y a en Ukraine et en Israël, Tether qui a littéralement gelé des centaines d'adresses contenant des USDT. Et ça, clairement pour la DeFi, c'est pas possible. Imaginez que demain on a un protocole sur lequel on a des milliards d'USDT et que demain le gouvernement américain vienne et dise ok ben non c'est stablecoin là, Tether on n'en veut plus, USDT on n'en veut plus, vous me gelez tout ça, c'est possible et donc clairement la DeFi ne peut pas reposer là-dessus parce qu'en définition elle est décentralisée. Aucun acteur ne devrait avoir la main sur le fonctionnement ou non de la DeFi. Autre exemple avec l'USDC. En mars dernier on l'a dit, suite à la grosse crise bancaire qui a eu du côté américain, Circle, l'entité émettrice, s'était vu couper ses fonds suite à la chute d'une banque, donc en l'occurrence la Silicon Valley Bank, chez qui elle avait déposé des fonds. Derrière, il y a eu un gros FUD parce qu'on n'était pas sûr que du coup Circle avait bel et bien les fonds des clients pour pouvoir rembourser l'entièreté des USDC qui étaient sur le marché. On a donc eu un bank run, un USDC qui a des pegs. Enfin, voilà, c'était un gros bordel. Là, avec le Go, on sait en temps réel grâce à la blockchain combien est-ce qu'on a en collatéral, combien est-ce qu'on a pour backer tous les Go en circulation. Donc déjà pour tout ça, d'après moi, le Go pourrait s'inscrire très facilement dans le futur de la DeFi. L'autre atout du Go et pas des moindres, c'est son taux d'emprunt. Par exemple, à l'heure où j'écris cette vidéo, l'emprunt de token Go a un taux d'intérêt de 2,53%. Si je me penche sur de l'USDC, on est à 3,55%, sur l'USDT 5,35% et 5,12% sur le DAI. Et si vous pensez déjà qu'avec ces rendements-là, il est beaucoup plus intéressant d'investir sur le Go, attendez de voir la suite. Là où ça devient extrêmement intéressant pour le AVE, c'est si à côté je stack mes AVE dans le safety module dont on va parler juste après, mon emprunt tombe de 2,53% à 1,77. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est ici sur les taux d'intérêt qui sont 2 à 3 fois moins chers que ce qui se fait autre part sur le marché. Et donc vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je suis extrêmement bullish sur le token AAV. C'est que du coup, pour pouvoir profiter de ce rabais, il vous faut stacker de l'AAV. Pour stacker de l'AAV, il faut en avoir. Et pour en avoir, il faut en acheter. Vous me voyez venir. Et donc là, on pourrait créer une énorme pression acheteuse sur le token et donc l'envoyer, je l'espère, to the moon. Pour le Go, aujourd'hui, on parle d'un token qui a une market cap de 25 millions de dollars. C'est une goutte d'eau dans le marché des stablecoins qui comptabilise aujourd'hui plus de 130 milliards de dollars. Donc imaginez, ne serait-ce que si le Go demain vient à récupérer 5 à 10% de ce marché-là, ce serait un réel raz-de-marée sur le token AAV. Transition toute faite, donc passons au token éponyme du protocole, l'AAVE. Le token AAVE a plusieurs utilités. Premièrement, il va donner à ses détenteurs le droit de participer à la DAO du protocole. Deuxièmement, on l'a dit, avoir du AAVE, ça permet d'avoir des frais réduits au sein du protocole et donc ça, c'est pas négligeable, surtout pour de gros acteurs. Et troisièmement, comme je l'ai expliqué, il est possible de stacker ses AAVE donc au sein du safety module qui récompense aujourd'hui à hauteur de 6-7% par an. Le safety module, c'est quoi? C'est ce qui va servir au protocole au cas où il y a un problème sur la liquidation et que le protocole viendrait avoir de la dette envers ses utilisateurs. Et donc ce serait au sein du safety module qui viendrait piocher de la liquidité, sachant qu'ils n'ont le droit de piocher que 30% au sein du safety module. Et pour le coup, c'est utile de dire que ça n'est jamais arrivé encore sur le protocole. Le système de stacking mis en place est très très simple. Lorsque des fees sont collectés par le protocole, donc à savoir lorsque les gens empruntent ou prêtent des crypto-monnaies, une partie de ces fees sont prélevées et redistribuées à ceux qui participent au staking dans le safety module. Parlons ensuite des tokenomics. Pour le projet AVE, c'est assez inédit. Je l'ai dit au début, c'était Etherland et le token c'était le LEND, le Lend. Et lorsque le projet passe de TH Lend à AVE, à ce moment-là, on avait tous les tokens qui étaient unlock, donc tous les tokens qui étaient en circulation.
circulation. Sauf que la team à l'époque, elle a eu l'idée d'allouer et de créer 3 nouveaux millions de tokens AVE qui ont été destinés à la réserve de l'écosystème. C'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a 89% de la supply seulement qui est en circulation, l'inflation restante étant donc la libération progressive des tokens AVE de l'écosystème. Donc une tokenomics que je trouve personnellement assez favorable. Pourquoi? Parce que déjà on n'a pas une trop grosse pression vendeuse sur token, on l'a dit, on a 89% des tokens qui sont aujourd'hui libérés et déjà en circulation sur le marché. Et puis surtout, on a un token qui a vraiment sa place au sein du protocole, un token dont on va avoir besoin si on veut profiter au mieux du protocole AAVE. En bref, donc AAVE pour moi est un projet assez solide qui est présent depuis des années au sein de l'écosystème crypto et qui a continué de croître malgré un bear market. Et je pense que c'est ça qu'on doit regarder lorsqu'on investit dans des projets, hein, surtout dans les phases actuelles, c'est de savoir quel projet, même en période compliquée, a continué de build afin de pouvoir se préparer au mieux au prochain cycle haussier et à l'adoption de masse surtout des crypto-monnaies. Et puis même bear market ou pas, AAVE c'est presque tous les jours un projet qui se classe dans le top 10 des fees et de revenus, ce qui indique donc que même en période assez difficile où il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, AAVE est un protocole qui fait de l'argent. Voilà donc pour la présentation d'AAVE, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est un nouveau format que je teste sur la chaîne, je vous invite donc à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Si vous avez quelque chose à rajouter à mon propos, n'hésitez pas à le faire savoir à la communauté, évidemment si je me trompe, n'hésitez pas également à le faire savoir, c'est intéressant qu'on puisse discuter ensemble du projet et pourquoi pas me corriger en cas d'erreur. Je me chargerai bien entendu de faire remonter les commentaires les plus pertinents dans l'espace commentaire. Sinon, moi je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié lorsque les prochaines vidéos sortiront, à liker pour me soutenir dans le référencement, à également passer par tous les liens en description, vous retrouverez mon Twitter, mon Discord, donc voilà, n'hésitez pas à y checker. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.